Bonjour à tous, Étienne de Rocchini, École Centrale Paris, mais je vais parler aujourd'hui au nom du collectif Digiscope et en particulier de Michel Baudouin-Lafont qui est le coordinateur du projet, qui est aujourd'hui retenu en conférence. So by the way, I'll continue on in French, but I'll be very happy to answer questions in English if there are English speakers in the audience. Donc le projet Digiscope est parti d'une vision. Je crois que les premières discussions ont eu lieu en marge du comité de pilotage Digiteo, dont je salue quelques collègues qui sont dans la salle. Au printemps 2010, la vision étant la suivante: créer une infrastructure unique, je crois que tous les termes sont importants, pour étudier la collaboration distante entre des espaces interactifs et hétérogènes. Donc je vais revenir un peu sur chacun des termes de cette vision. Donc on a en tête de la visualisation, de la réalité virtuelle, un lien avec le calcul à haute performance, un lien avec le big data, etc. Et en se disant que sur ce projet, finalement, on a un objet qui peut être un moyen de recherche scientifique d'avant-garde pour le collectif de Saclay, qui peut être également une source d'attractivité très forte pour les étudiants, pour les métiers des sciences et technologies d'information. Et on sait que c'est très important dans nos établissements de motiver des jeunes étudiants pour rentrer dans les activités de recherche en la matière. Et on pense également que c'est un outil essentiel pour une interaction innovante avec les entreprises, l'innovante pouvant être à la fois au plan scientifique et technique et au plan contractuel. Alors pourquoi cette vision? Je crois qu'on a déjà toute la matinée parlé à travers divers exposés de collègues du développement des techniques, en particulier autour de la visualisation et de l'interaction. On pense que c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner beaucoup des métiers. On pense également que pour progresser là-dessus, il y a véritablement un besoin d'expérimentation, expérimentation à la fois du matériel, du logiciel, des études de cas, des utilisateurs, de l'interaction distante, de la collaboration, etc. Je vais faire peut-être une incidente sur le nom Digiscope. Pourquoi est-ce qu'on a brainstormé au début du projet, au printemps 2010? Finalement, on a pensé à une sorte de macroscope digital. Ton Digiscope est une contraction, et en se disant peut-être que après le microscope et puis évidemment les moyens de simulation, vraisemblablement les outils de visualisation et d'interaction, et en particulier d'interaction avec le donné, sont un troisième paradigme de l'expérimentation scientifique. Voilà, et donc c'est absolument essentiel, y compris dans une approche expérimentale, de travailler avec ce genre d'outils. Donc, un mot sur le cadre financier et contractuel. Donc, on a affaire ici à un équipement d'excellence, pour ceux qui ne sont pas familiers du grand emprunt, Equipex, qui est porté donc par la Fondation, dont le responsable, je l'ai cité tout à l'heure, est Michel Baudouin-Lafont, qui associe 10 partenaires. Je regrette d'ailleurs que mon école d'origine, qui nous accueille aujourd'hui, ne soit pas, ou pas encore, partenaire du projet. Donc il représente, on le verra, une bonne partie des ressources en STIC du plateau. Je dois dire aussi que même si le classement officiel des Equipex n'a pas été publié, de sources sûres, on a appris que Digiscope, parmi les 300 projets proposés au concours Equipex, était dans les 5 premiers. Donc voilà, on a affaire, et on a gracieusement un cofinancement de l'État de 97% sur cet équipement. Donc je laisse à ceux qui ont l'habitude de faire des propositions à ANR apprécier le taux de cofinancement, qui est tout à fait exceptionnel. Donc Digiscope, de quoi parle-t-on? On parle d'une infrastructure unique et pourtant distribuée, avec des espaces dédiés à la visualisation haute performance, murs d'image, multitouch, des dispositifs d'interaction, mais également de la réalité virtuelle,
la réalité augmentée, et tout ça dans un cadre interactif et collaboratif. Alors, j'en viens tout de suite à cette infrastructure unique mais distribuée. Donc vous voyez ici sur une carte du sud-ouest de Paris les 9 nœuds qui constitueront l'infrastructure Digiscope. Donc ils sont 9 nœuds distribués géographiquement, soit en passant avec le déménagement de plusieurs établissements, dont le mien, vers le plateau du Moulon, le réseau va se densifier autour de l'ouest de la N118. Mais voilà, donc on aura 9 espaces qui sont à la fois semblables en partie. Il va y avoir une seule infrastructure de téléprésence, et en même temps, et c'est délibéré, on va avoir des espaces qui seront hétérogènes. Il y en a certains qui vont être des murs d'image, d'autres qui vont être des caves, et on souhaite justement expérimenter cette hétérogénéité distante pour être je dirais, le plus créatif possible dans les modes d'interaction. Alors un autre point très important, qui sera actif sur 3 nœuds du réseau, c'est le lien au calcul à haute performance. Ce sera le cas en particulier à Centrale, à Versailles-Saint-Quentin et à Cachan. Donc on va relier à large bande l'infrastructure de visualisation à du mésocentre. L'idée étant derrière, évidemment, de travailler, et on voit déjà aujourd'hui, rien qu'en phase de spécification technique, combien le sujet de l'interaction fluide et performante entre des infrastructures de visualisation et de calcul à haute performance est un véritable challenge, à la fois au plan technologique et scientifique. Donc les défis du projet, je viens d'en citer un. On a tout de même un chantier qui est extrêmement compliqué en matière de hardware. On veut créer 9 nœuds en 3 ans. Alors, il y en a certains qui existent en partie, mais enfin qui vont être largement développés grâce à Digiscope. On veut maintenir ça sur 10 ans. Donc là encore, ça pose un certain nombre de problèmes dans le temps, face à l'évolution très rapide de la technologie. On veut, et ça c'est central dans le projet, travailler sur du software qui n'existe pas encore ou qui existe uniquement partiellement, et on veut le faire de manière encore plus qu'interopérable, on veut le faire de manière quasi centralisée sur l'ensemble des plateformes. Donc on va avoir véritablement, et ça a été un choix, j'espère, prophétique pour l'ensemble du campus de Saclay, de dire plutôt que de répartir des ressources dans chacun des établissements, on embauche ensemble 3 ingénieurs qui vont être centralisés et qui développent pour tout le monde. Voilà. Tout ça, bien sûr, avec une gouvernance ad hoc. Et je vais citer un dernier challenge du projet, au-delà du hard et du soft, c'est notre intention de développer des projets qui vont véritablement exploiter le caractère distribué et collaboratif de l'infrastructure. Ce qui n'est pas non plus évident, l'entrée des projets dans Digiscope se faisant évidemment naturellement plutôt par un nœud et par une équipe, mais on veut donner la priorité dans le comité de programme à des expérimentations qui vont se servir de plusieurs nœuds en même temps. Voilà, donc les domaines de recherche, je vais être rapide, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, en particulier sur la visualisation par Tobias. On touche, bon, les mots-clés, je les ai marqués à l'écran. On touche bien sûr à travers tout ce qui est interactivité en visualisation, haute performance, collaboration, tout ce qui relève de la modélisation, de la simulation des systèmes complexes, avec les mots-clés bien sûr des données, le calcul à haute performance dont j'ai déjà parlé. Alors, une autre façon de parler des axes de recherche, c'est de donner les domaines applicatifs. Donc on part véritablement de la recherche scientifique, et le mur Wild d'Orsay, qui est un préfigurateur de Digiscope, sert déjà sur plusieurs applications, dont l'astrophysique, qui vous est présentée en haut dans l'image en haut à droite. On a en tête également un fort domaine applicatif dans le domaine de la conception, de l'ingénierie et de la production des systèmes industriels. Et là, on a déjà également un des nœuds qui existe au LIMSI, qui travaille déjà en lien avec des infrastructures et usines industrielles. On pense que, et il y a beaucoup d'industriels qui partagent cette vision, que les processus de conception
d'ingénierie, de fabrication, d'exploitation, d'entretien, de maintenance des objets industriels vont, dans les années à venir, basculer sur ce genre d'infrastructures 3D, interactives, etc. Par exemple, sur des bureaux d'études qui vont concevoir ensemble, l'un à Buenos Aires, le deuxième à Shanghai et le troisième, on l'espère, à Saclay, travailler ensemble sur des modèles de conception d'avions. Donc on pense véritablement que ce deuxième point va connaître un développement très fort. On pense également au système d'aide à la décision et de gestion de crise, tout ce qui est simulateur. Je pense que l'année 2011 n'a pas été avare en catastrophe naturelle ou industrielle, hein, et on pense qu'il y a des choses qui peuvent être gérées dans les centres d'opération et de contrôle pour la gestion de ce genre de crise. Et bien évidemment, on pense, je l'ai déjà dit, qu'il y a de grosses opportunités pédagogiques en lien avec ces infrastructures. Donc là, en jaune, vous avez déjà quelques premières études de cas qui ont été proposées par des chercheurs de Digiscope, avec déjà des modèles de données, etc., sur la conception, dans le domaine biomédical, la gène-contrie, j'en ai déjà parlé, et également sur la chirurgie assistée par ordinateur. Donc voilà des premiers exemples de choses sur lesquelles on commence à travailler dans le projet Digiscope. Ma dernière slide, et probablement la plus importante aujourd'hui, c'est comment participer. Je suis vraiment là au nom de la communauté Digiscope pour ouvrir très largement. On est au début de ce projet très ambitieux. Je ne l'ai pas dit au début, mais on pense à certains égards devenir la première plateforme mondiale de ce type, vraiment d'avoir, en matière de puissance d'interaction, de collaboration, d'être numéro 1 mondial. On est au début et on est très ouvert sur les projets qui peuvent être réalisés, à la fois pour des collègues académiques, typiquement en apportant des données, une problématique scientifique sur laquelle vous pensez que ce genre de dispositif en interaction avec des chercheurs STIC peut apporter quelque chose. Et là, le Digiscope est une infrastructure ouverte, financée par le Grand Emprunt qui est faite pour ça. Et pour les industriels, c'est également une infrastructure qui est demandeuse de collaboration, en demandant aux industriels d'apporter quelque chose, et ça c'est évidemment essentiel, qui peuvent être des ressources financières, non pas pour l'équipement qui est déjà financé, mais plutôt pour financer des projets de recherche, qui peuvent être des ressources humaines, en particulier sur des études de cas, donc venir avec des cas et venir avec des experts du domaine pour interagir avec les chercheurs STIC sur une utilisation innovante de ces plateformes, ou alors même connecter à distance des équipements industriels sur le réseau Digiscope. Et on en a déjà parlé avec plusieurs industriels. Voilà, donc j'ai cité un certain nombre de grands groupes qui se sont déjà rapprochés de Digiscope pendant la phase de proposition. Mais là encore, tout est ouvert. Je crois que le meilleur moyen pour collaborer avec Digiscope, c'est d'abord de venir à notre séminaire, qui est parfaitement ouvert, dont vous trouverez le calendrier sur le site digiscope.fr, tout simplement. Je pense qu'il sera relié aussi par le site de Digiteo. Et puis on a également un users group qui est en train de se mettre en place, etc. Mais je crois que le plus important, c'est de venir au séminaire, rencontrer des collègues de Digiscope avec votre sujet scientifique, votre vision d'application, et vous serez bienvenus dans ce projet. Merci Étienne. Et maintenant, Tobias et Étienne vont répondre à vos questions. Yeah, so I thought your animations were really impressive, and the interactive visualizations would be really useful in my line of work as a statistician. And one thing I noticed as a theme in your presentation is that for different kinds of data, you have different kinds of interactions. And so I was wondering, is there some kind of easy way for a researcher like me to program, like given a data set, this is the kind of interaction that I want? So first, while I talked mostly about scientific visualization, there's also this whole other branch of information visualization, and also kind of a third branch that is being established, visual analytics, which deal with more abstract data. That's probably more along the lines that you are looking at as a statistician. And there are a lot of interaction techniques that have been developed in the past
where people interact with, in particular, this kind of data? And also, how do you support, for example, collaboration with data like that? And if you want to, I can give you some contacts for people to talk to, also here in Paris and in Saclay, to look more into those kind of interactions. So there's a lot of work in that area already. Write the code? I mean, does it take a long time to just do one visualization, or is there some easy way that can adapt it to a new data set? There are some approaches to make that exact problem easy, yes. But it's not really my core field, so I would rather point you to some other people, and there is a lot of interaction, a lot of research in terms of how do you take this kind of abstract data, what kind of visualizations can you produce, but in a way it's also still being developed as we speak, essentially. So it's not something that you can buy as, say, Excel for touch interaction. That not quite there yet, but if you're interested, I think we can give you some interesting contacts, and there's certainly something that doesn't take too long to set up, yes. A quick question for you. Is there some recording or so of the data that what the user has done, or the image that he has selected from his set? Is it recorded, or can he? Yes and no. It depends. If you just want to do visualization, interactive visualization, there's no need to record that. Of course, this being human-computer interaction, we also run a lot of studies. In that case, we do record data in order to analyze what has happened. But you can certainly also think about some applications where you record the history, for example, of your exploration. I was thinking when you select, for example, an image of the brain, as you showed, that you want to select the best to show it, and to show it to somebody, and you take it and record it for future use. Well, I record the stuff that, in order for presentations, for example, in forms of videos, but like snapshotting, that is certainly possible. It depends on your specific application and what you want to do, certainly. So just a quick comment on the previous question. I think that what is needed is also user modeling, because typically if you want the data to interact with you in a specific mode, I mean, this is the way you can, the tool can learn, because the users, they have to learn how to deal with the tool. But I would say that symmetrically, the tool might want to learn what is most useful and most efficient in the perspective of the user. And this is different for each user in probably each kind of data. So I'm not sure that user modeling, is it something that is in store in the Digiscope? So sorry, I didn't get exactly your question. Okay, well, in the interface, in the computer-human interaction, the human learns, but the computer can learn too. Well, maybe just a small part. There is, for example, in this area of visual analytics that I talked about, there are approaches of trying to understand what are successful exploration strategies, and basically so that the computer can recognize what has been done in order to generate a good visualization, and then other people can go back and make use of that information, essentially. Okay, yeah, yes, I mean not the user learning this, the machine learning this. Typically what is done, for instance, by Lieberman at the MIT goes a long way toward the user modeling. Okay, so perhaps this is something we can discuss. This is not really the kind of area that I'm working on, so I'm sure that it's a valid approach, and there's a lot of work probably in that direction. I haven't really looked into that yet. Okay, so if there is a last question, okay, thank you. Oh, yeah.
Thank you. Yeah, I think it's a question to both of you. So maybe you answer first, and then he. I found this interactive visualization very, very interesting, and also the types of gestures you were using. One short comment only. I mean, you had a mode approach, so you had to switch modes with putting this pencil into the tray and taking it out in order to switch modes in the first installation. How about not having modes? There would be one question that you could facilitate different gestures, which makes it not necessary to have different modes with these kind of hardware toggles, so to speak, respectively, going onto different parts of your projected frame, right? So that would be one question. But the other question, which concerns both of you, is it's interactive, but it seems to be passive interactive. That means you have already a data set, you have a visualization, but you're just showing different views of it, but you don't create something interactively. Is this correct? And because you have already, you don't create the new data or you don't annotate them, especially when you were talking about collaboration. People were standing in front of it and saying, yes, this and this. They were talking and pointing, but they were not creating something new, right? And then the similar question to your different kind of locations, it seemed to me that the different realizations of these spaces had very different technologies. One was 20 displays. So the question is, how interactive are they actually, or aren't they operated by a laptop? Because I saw this. Others seem to be more interactive. But here also, since you had applications like crisis management, etc., the issue comes up, how much collaboratively creation of content is possible and not just viewing and manipulating existing content, right? So I'll try to answer your second question first, and then I'll go to the first one. And I have to say, no, indeed, people were creating the visualization as they were interacting. The video that I showed before, talking about the collaboration, that's exactly how you create the visualization. You start with a background visualization, in the case of the weather data, just a map, for example, and then you place the elements yourself. You actually probe, you annotate, you leave elements on the space to create the visualization. And when we looked at the collaboration, that's exactly what people did. Because I wanted to point out some aspects that I hadn't shown before, I just showed the images of people pointing things out, because that's possible with this kind of setting. You can place elements and manipulate visualizations also if you have a mouse-based system, right? So they were indeed creating the visualization as they were speaking, and that applies to other visualizations as well. Of course, you have to have some data to begin with, but then you can explore and interact with the data and create new aspects. Like in the last example that I showed, where the person was interacting with one part and then placing a seed particle, that was done basically as he was interacting. The second question, or in that case, your first question, was about mode and modeless interaction. I would argue there cannot really be a modeless interaction. You always have to have modes because you have different modalities of exploration. You want to be able to interact with the space, move it, orient it, resize it. You want to be able to place objects into the space. You want to be able to place cutting planes into the space. You want to be able to place seed particles into the space. For all that, you need modes. The question is how you need that, because how else would you specify that? Essentially, the touch surface also. Also, with your gestures, you specify modalities. Basically, by using a different gesture, you have a different mode. The question is, what kind of modality do you use to control the system? There are, of course, system-controlled modes. We are very familiar with that, editing in image processing, editing programs, for example. That's a very bad modality, of course, because the system controls that and not the human.
What we use is user-controlled moding. We use, for example, these two-handed gestures. Well, I would actually be very careful with the term gesture, because a gesture, in one definition that you can use, is something that you do over time, a motion that you do over time. That's inherently difficult because there are no intuitive mappings of those gestures to actions. You have to learn them, right? And what we actually call that not gestures, but on purpose we call that postures, because it's basically recognized as a different posture in space. But we can talk about that more. It's a very interesting question. I suggest Tobias, I'll just maybe complement the answer on your second question, because that's a key feature for Digiscope. We actually want to create data, and particularly in the kind of application of collaborative model-based design. Now, the idea is that you start, for instance, with a draft design of an aircraft, and then you interact with the data, and you launch a new computation, a new, more powerful computation, because you want to have more details. Like an iPhone-based, you want to zoom, you want to have more details. You want to launch a multi-scale, multi-physical computation, and it goes into HPC and comes back into the infrastructure. And you want to do this interactively in many places because you want to use it for designing parts. So you're actually creating a lot of data. Annotation and even more, by simulation, you're creating data. That's on the collaborative model-based design application. And on crisis management, we of course want this kind of device to be interacting with the actual sensors and people acting on the ground. That's exactly what we want to do on the use case study. Now, a last comment is what you've seen, we're actually at the beginning of the project. So the pictures you've seen are not those infrastructure of Digiscope, because we're going to buy them actually. So those you've seen are not all of them particularly interactive. Some are, but most would be just big arrays of screens. But the one we will buy are going to be definitely interactive to allow for this data creation. Thank you, Etienne. We have time for a very short comment by Noza. Merci. Je voulais commenter, enfin c'est plus une participation à la discussion et je voudrais revenir à la question posée par Michel sur l'apprentissage dans Digiscope. Je ne crois pas que la partie apprentissage, enfin l'activité et le thème apprentissage est prévu dans Digiscope, mais par contre, la modélisation de l'utilisateur et le fait que la machine apprenne de l'utilisateur, je trouve que c'est central. Il ne faut pas toujours faire juste, l'utilisateur doit apprendre comment utiliser la machine, mais dans l'autre sens, c'est central. Et je crois, et enfin, je dirais que c'est là, dans le LabEx DigiWorld, enfin j'espère que, bon, on va attendre, il vient d'être déposé, en remerciant Christine Paulin de tous les efforts qu'elle a fait. Donc, il y a matière à développer cette partie-là dans le LabEx, j'espère. Donc, une fois qu'il sera labellisé, on croise tous ici les doigts pour ça. Mais évidemment, on peut envisager justement des action logs, par exemple. Donc, une sorte d'historique d'action d'utilisateurs qui peuvent tracer, qui peuvent donner une source d'information qui va permettre de savoir eh bien, quelles sont les actions d'utilisateurs les plus fréquentes, et probablement il y a un sens derrière ça. Et donc, à partir de là, boucler et apprendre justement quelles sont les actions les plus utilisées, quelles sont les interactions les plus demandées de l'utilisateur vers le système, mais aussi donc orienter, parce qu'à un moment donné, faire du design de systèmes nouveaux, interactifs et complexes, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut se poser la question de la satisfaction de l'utilisateur. Je crois que l'humain doit rester malgré tout au centre de tout ça, et donc cette dimension-là, encore une fois, je ne suis pas certaine qu'elle soit dans Digiscope, mais il faudrait veiller à ce que les données, l'interaction et l'apprentissage puissent, à un moment donné, j'espère dans le LabEx, aborder ces questions-là. Voilà. Bon ben, merci Il n'y a rien qui empêche de mettre ça aussi dans Digiscope. Digiscope est ouvert à faire aussi de l'apprentissage. Très bien, merci à tous.